Le live est à vous. Bonjour à tous, bienvenue. Ce soir, on vous a préparé un, un petit live spécial, comme j'aime bien, ce que j'appelle moi les neuro-Disney, donc on va prendre une contraction entre neurosciences et Disney, parce que moi, c'est toujours mon grand kiff. Donc voilà, donc ce soir, on accueille, et je suis vraiment super contente d'accueillir donc mon mentor qui m'a tout appris sur les émotions, les neuros, l'IA, tout ça. Alors, voilà, je vais dire un grand bonjour à Jean-Julien qui est parmi nous du Canada, de Montréal pour être plus précis. Bonjour Jean-Julien. Ah, on t'entend pas. Ah, peut-être un petit souci. Je sais pas si toi tu entends du coup Marine ou pas. Non, je n'ai pas le son non plus. Oui, je vous entends. C'est bon, Ah, parfait. Donc je disais, bienvenue Jean-Julien. Je suis Oh, ravie s'il vous plaît, de t'accueillir parfait. ici. Le Canada est parmi nous ce soir et donc aujourd'hui effectivement donc bonjour à Marine aussi mais bon on est des fidèles au poste pour l'émission sur la chaîne Mais je, ETR. je vais parler comme ça, puis vous me direz si vous m'entendez. Il n'y a pas de En souci. l'occurrence, C'est parce que ta on voix vient du aborde Canada, c'est plus loin, c'est pour ça. c'est erratique au niveau du son. ça traverse les océans. Ça traverse les océans, c'est Ouais, toujours c'est ça, compliqué, il tu y a un petit sais. peu de distance. Ouais. Donc, ce soir, on va aborder, alors, pas forcément un sujet en particulier, mais ça va surtout être autour d'un échange global, notamment sur tout ce qui touche donc l'emotional adaptive experience, mais la modélisation Sur un réseau un petit peu plus émotions. costaud, je sais pas Mhm. si il se passe de quoi chez vous là. Tu veux switcher de réseau, c'est ça? Pour, Ouais, alors c'est là où ce serait utile d'avoir le langage des signes. Exactement. Oui. Ah mon Dieu. Ok. Dans Discord, pourtant je vous ai. Du coup, tu peux couper ton son par rapport à ton casque VR et du coup rembrancher le son sur Discord. Là, je vous entends. Est-ce que Voilà. c'est le même aussi? Super. Ça a l'air d'être mieux. On va voir, mais t'inquiète pas. Si j'ai un souci, je te le dirai. D'accord? Extra, merci. Mais en tout cas, c'est parti. Désolé pour le faux départ. Mais il n'y a pas de souci. Tu Moi aussi. sais, c'est quand même un format assez atypique. Et tu sais, c'est en se challengeant en fait qu'on apprend. Donc nous, on est toujours en mode itératif, test and learn. Donc tu sais, même au bout de la 10e émission, On a on a toujours des toujours qu'à. problèmes. Moi-même, j'ai des problèmes de son avant de me loguer, alors que pourtant, je suis habituée et pourtant, j'ai rien changé. Mais il y a dû avoir des petites modifications sur Discord et du coup, j'ai dû rechanger les paramétrages, tu vois. Donc, ça arrive, il n'y a pas de souci. Donc, comme je Parfait. Ben, disais, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'emotional adaptative experience au sens large du terme. Hein. C'est pas forcément. On va aborder plusieurs sujets qui croisent comment on modélise des modèles, donc des modèles émotionnels avec l'IA, etc. Comment on fait aussi. On retranscrit aussi l'émotion par du voice tracking, etc. Donc, on va effectivement faire un échange. Il n'y a pas forcément effectivement de trame donnée, etc. Ça va vraiment être plus du ping-pong d'idées, etc. Et donc effectivement, ça va nous permettre effectivement de voir un certain nombre de projets, notamment qui sont faits aussi par le BMU par rapport à ton expertise sur le sujet. Ça te va? oui, c'est parfait. Merci bien. Ça marche. Bah écoute, Marie, tu veux aussi, voilà, tu as quelques choses à dire par rapport à la thématique en particulier? N'hésite pas, si jamais Bah, tu des veux. échanges qu'on a pu avoir en préparant l'émission, c'est un sujet qui est assez brûlant, hein, assez Mm. passionnant. On a un invité qui est passionnant et passionné, donc ça risque, Mhm. ça risque d'être très sympathique. Et surtout, on va voir, je pense, une prospective par rapport au futur de la VR Mhm. et de l'ensemble des technologies qu'on va aborder ce soir, parce qu'on n'a pas parlé que de VR cette fois-ci.
Je pense qu'il bousculera un peu aussi les idées. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, ça va être intéressant pour nous aussi de les avoir, sachant que vous êtes avec nous pour échanger. Hein, donc voilà, et j'espère que vous allez apprendre des choses et que ça va vous plaire. J'espère que vous allez justement être surpris ce soir. C'est vraiment le but, même pour ceux qui sont férus d'innovation, pour avoir fait la préparation, effectivement, il y a même des choses qui nous ont surprises, nous, personnellement, alors que pourtant, on est quand même assez alerte sur les sujets d'innovation. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez repartir avec plein de nouvelles idées, que ça va vous créer d'autres envies de projet, de creuser des sujets sur l'innovation, aussi de croiser ces différents sujets, parce que c'est en croisant effectivement les silos, les domaines d'expertise que l'innovation naît. Et j'espère que ça va vraiment vous inspirer ce talk de ce soir qui a vraiment vocation pour être très transversal. On abordera notamment le point, à quel point c'est important. D'ailleurs, les équipes hybrides en termes d'expertise dans le sujet. On en a parlé lors de la préparation et on en reparlera là de vive voix ici pour montrer cette valeur ajoutée qui est vraiment fondamentale. Et donc, voilà. Donc, je te propose effectivement de commencer sur... Brisons la glace et puis plongeons dans le sujet directement. C'est parti. Je pense que juste une petite mise en contexte de, effectivement, qu'est-ce que la VR nous a amené à réaliser. À BMU, Augmented Intelligence à Montréal, depuis une couple d'années, on s'est spécialisé dans l'intégration des variables physiologiques à l'intérieur des expériences de VR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est qu'on mesure essentiellement les ondes du cerveau qui nous permettent, par nos algorithmes d'intelligence artificielle, machine learning, d'extrapoler. Alors, il y a une petite coupure de son. J'ai plus non plus. Parce que dès lors qu'on... Ah, ça a recoupé. On t'entend plus, Jean-Julien. Il y a le son qui a virtuel sauté, sur le visage d'une personne, on perdait les assets. Ouais, il y a un petit... Le réseau côté Jean-Julien est pas très très bon. Il est en train, on le perd de temps en temps. Je crois que tu es de retour, Jean-Julien. Oui, alors désolé, effectivement, je sais pas pourquoi ça a crashé. Neurologue. C'est bon, c'est les aléas du direct. En tout cas, on t'entend toujours, donc vous pouvez continuer la conversation le temps que Jean-Julien arrive. Donc je sais pas où est-ce que je vous ai perdu. Reprends comme ça, on reprendra le fil. Tu vois, pour être plus bien fluide sur la compréhension du message. Ah, je sais pas si. Ah, il est ouais. Oui, tu voulais te passer en orbite, pas tout de suite, Jean-Julien. Donc c'est ça. Un peu. Nous autres, ce qu'on a commencé à faire, c'est à faire de la lecture neuronale des émotions et des états mentaux. Et quand on a vu qu'effectivement, avec le casque, on perdait pas mal d'informations au niveau émotionnel et reconnaissance faciale, on s'est dit qu'il faut qu'on extrapole nos mesures. D'où, je dirais, le travail qu'on a fait ces dernières années pour lire les émotions, les états mentaux directement à partir des ondes du cerveau. Ce que ça nous a surtout amené à comprendre, c'est que il est possible d'injecter ces variables neurobiométriques à l'intérieur des expériences VR. Et donc de faire ce qu'on appelle, nous, du neuroadaptatif. Et à ce moment-là, avoir, je dirais, une symbiose homme-machine beaucoup plus forte que des contenus purement linéaires et non personnalisés, non adaptés. Donc ça nous permet, par exemple, sur des mandats qui sont ceux sur lesquels on peut travailler avec la Défense nationale ou dans le cadre de solutions de santé comme la lutte contre la maladie d'Alzheimer ou le déclin cognitif, d'avoir, je dirais, des expériences
propre à chaque individu, Mhm. et répondant à la singularité cérébrale de chaque individu. Donc ça, c'est très prometteur dans le sens où à partir de là, dès lors qu'on a un cerveau et une expérience tous les deux fonctionnels, eh bien, on peut hyper personnaliser ce que la personne vit. Notre fondateur, Yann Cyr, est issu du jeu vidéo pendant d'années. Il a œuvré dans ce domaine-là sur des assets qui peuvent être aussi variables que les caractères, la musique. Ok. À l'époque, de se dire il faut injecter le côté émotionnel et état mental dans le jeu. Donc, c'est une extension sur laquelle on travaille en ce moment, c'est de linker vraiment, de rejoindre l'expérience et l'interfaçage avec les émotions humaines et les états mentaux de façon à maximiser l'expérience VR, AR, mais c'est pas effectivement limité aux lunettes. Comme vous le disiez en introduction, puisqu'on travaille actuellement sur des systèmes de multisenseurs de caméras externes. Donc, plus besoin d'avoir de lunettes. C'est des caméras qui, finalement, digitalisent, enregistrent sous différents visées, comme les caméras thermales, des caméras LIDAR, des caméras laser, des caméras 360, qui modélisent un ensemble, un environnement. On pourrait imaginer, précisément dans le cas qui nous concerne, une maison de retraite ou une résidence pour personnes âgées ou un hôpital ou une salle d'attente dans un aéroport, et agir sur les différentes variables qui permettent soit, par exemple, dans une résidence de personnes âgées, de s'assurer avec un index de bienveillance que à la fois le personnel soignant ou le personnel, les gens hébergés dans la résidence soient adéquatement traités, qu'il y ait une ambiance qui réponde à leurs défis cognitifs. On sait que les personnes qui souffrent par exemple, déclin cognitif ou d'Alzheimer peuvent avoir souvent des niveaux de stress très, très élevés. Donc, en connaissant ça, on peut interagir directement sur l'environnement, ajuster la lumière, faire du mood lighting, travailler sur des odeurs aussi, parce qu'on sait que l'odeur est quelque chose qui rappelle la mémoire et qui peut avoir des vertus sécurisantes. Mais aussi sur l'ambiance sonore. Est-ce que effectivement, on sent que c'est trop bruyant, ça peut être des facteurs de stress. Donc, de corréler l'ensemble de ces variables-là et d'agir au regard des feedbacks qu'on ramasse. Donc, c'est un peu ça l'histoire, je dirais, le parcours de BMU AI ces dernières années. C'est que les lunettes de réalité virtuelle nous ont amené beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer il y a une couple d'années. Tu parles de feedback et de tracking. Donc, il y a effectivement des trackings neuronaux, mais il y a aussi des trackings autres qu'on peut recroiser justement pour affiner cette notion d'émotion, en fait. Quelles sont ces variables que vous pouvez traquer et recroiser pour justement affiner ces modélisations comportementales? Oui, alors c'est sûr que le neuronal est je dirais, une mesure très très riche parce qu'elle nous donne énormément d'informations sur les émotions et les états mentaux. On a développé, au regard des progrès qu'on a fait sur ces mesures-là, des algorithmes qui nous permettent de détecter les émotions par la voix. On n'est pas les seuls à faire ça. Les Siri, les Alexa, les autres agents intelligents sont à même aussi de processer, je dirais, la voix. Même l'écrit, je dirais, Facebook, il y a une couple d'années, avait défini des algorithmes prédictifs pour la santé mentale et prévenir des situations, par exemple, de crise ou de suicide. Donc, c'est dans la même veine. On pense quand même que le neuronal nous apporte une lecture très, très juste, beaucoup plus forte que la reconnaissance faciale des émotions, parce que finalement, c'est déjà, comment je dirais, une commande. Le rictus où les expressions faciales sont déjà une résultante d'un calcul mental et cérébral. Donc, nous, on va vraiment chercher le signal à la source. Mais on peut aussi compléter nos mesures avec du galvanic skin response, donc de la conductivité de la transpiration, des saccades oculaires, du mouvement oculaire. C'est des choses sur lesquelles on travaille aussi beaucoup
Bon, les classiques comme le rythme cardiaque, par exemple, ou les contractions musculaires, sont autant d'assets de biomarqueurs qu'on peut rajouter, tout dépendant du besoin, tout dépendant du contexte, de la situation. Je dirais qu'avec le neuronal, on peut déjà faire énormément de choses, comme je le précisais, en partie sur l'aspect neuroadaptatif, qui est lui très intéressant, parce qu'il permet une mesure en temps réel et d'indexer certaines variables au regard de cette mesure-là. Donc ça, c'est vraiment le fun. Donc il n'y a pas une seule expérience qui correspond à tout le monde, c'est une expérience unique pour chacun des individus, quoi. Et puis, comme je le disais, effectivement, il y a aussi ce travail de recherche, de trouver finalement les bons indicateurs qui ont une granularité suffisante, qui soient pertinents et qui ne soient pas biaisés. Parce que, comme tu le disais, on parle des micro-expressions beaucoup, sauf qu'en fait, effectivement, de base, on sait qu'il y a déjà un retraitement cognitif, en fait, comportemental qui est effectué au niveau du cerveau. Et donc, on ne peut pas forcément s'appuyer, en fait, sur ces micro-expressions. C'est d'aller identifier quels sont il y en a quelques-unes, et tu le disais très bien aussi par rapport au niveau du regard, ces mouvements oculaires qui, eux, sont plus fiables sur l'état émotionnel, en fait, finalement, que le rictus, par exemple, et de pouvoir ensuite ajuster les modèles mentaux en fonction, en fait, de ces variables. Mais c'est déjà tout un travail d'analyse que d'identifier, en fait, ces indicateurs clés. Oui, alors c'est sûr que nos machines, nous, elles sont entraînées en machine learning à reconnaître les émotions. Et plus, finalement, on est en capacité d'ajouter dans nos datasets un nombre croissant d'expérimentations, plus la finesse de la reconnaissance des émotions va être au rendez-vous. Donc là, c'est juste une question de temps et d'apprentissage et de volumétrie pour permettre à la machine donc il y a comme du deep learn derrière, effectivement. Voilà, effectivement. Et je dirais exactement. Puis c'est un peu ça le défi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous avec des solutions. On est tous avec des solutions qui prônent ne sera possible que s'il y a cet interfaçage avec une singularité humaine qui est en particulier liée aux émotions et aux états mentaux. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on travaille chez BMUAI, et on se sert beaucoup du VR pour justement simuler et éduquer nos systèmes intelligents sur différents mandats. J'en ai parlé quelques-uns avec Alzheimer, mais avec la défense aussi, on a quelques mandats. Alors, c'est rigolo parce que tout ça nous amène finalement à se rendre compte que ce qu'on fait, c'est des outils intelligents de prise de décision, interfacés avec des machines. Je prends par exemple un projet sur lequel on collabore avec CAE et Bombardier dans l'idée de créer un jumeau numérique. En fait, ce qu'on veut, c'est optimiser les capacités humaines du pilote. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on ait l'ensemble de l'environnement et l'ensemble des variables propres au pilote, qui sont émotionnelles et d'état mentaux. Juste ces commandes, ces actions, sous-actions, je prends le manche à balai, j'appuie sur les pédales, il y a un contexte qui fait que j'agis de telle ou telle façon. Pour optimiser les compétences du pilote, il faut qu'on documente les intrants, les extrants. Jean-Julien, on te repère un petit peu. Ça y est, ça a craché. Ça y est. Ouais. En attendant, les filles, je vais vous passer une question du chat qui sera posée, une question, une réflexion. Oui. On a Seb dans le chat qui demande comment se passe concrètement cet interfaçage. Et on a Gémobon qui dit que Clarté à Laval a mené des expériences sur le sujet pour mesurer l'attention des utilisateurs et adapter en temps réel le programme de formation. Et il trouvait ça très impressionnant. Voilà. Donc plutôt pour, je pense, un avis de Jean-Julien sur le sujet ou le vôtre. Voilà, le temps que sur la première question, je vais laisser Jean-Julien répondre, c'est une partie très technique. Pour la deuxième partie, effectivement, la deuxième question, et là c'est Jean-Julien parce qu'on a effectivement beaucoup échangé cette année, etc. Et notamment, il m'avait parlé effectivement d'un projet qui est effectivement du VR learning, où en fait il y a aussi un algorithme qui tourne pour pouvoir justement ajuster en fait le contenu en fonction de la charge mentale et de différentes constantes, du coup, pour ensuite toujours être
dans un état qui permette effectivement la consolidation des connaissances. Donc ça, effectivement, c'est un sujet. Donc je vais du coup juste attendre que Jean-Julien se réinstalle et je vais effectivement lui passer le point pour aller plus dans la technique. question. Ouais. Par rapport, du coup, on parlait effectivement, Jean-Julien, il y avait une question dans le chat, notamment du coup pour expliquer comment ça se passe l'interfaçage dont tu parlais. Et ensuite, la deuxième question, ça concernait tout ce qui était le VR learning notamment et enfin le VR learning, non. Enfin, c'était un sujet effectivement sur l'apprentissage, l'adaptation d'une interface en learning et le contenu. Donc indirectement, on avait beaucoup échangé sur le VR learning et comment en fait, par rapport à la charge mentale, le BMU mettait en place des éléments pour justement être toujours en situation de confort et aussi de consolidation des connaissances. Donc ça, je peux te laisser reprendre le point pour aller creuser encore plus techniquement, on va dire, le sujet. Ah, on t'entend pas. Première question, merci. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est OK. Pour la première question sur l'interfaçage, c'est sûr qu'on définit un certain nombre de variables sur lesquelles on veut que notre attention se porte lors de la mesure et qui sont des variables souvent qui constituent l'environnement de l'expérience. Donc on va parler de la musique, du bruit, de la lumière, sur lesquels on peut agir précisément dans le cas justement d'expériences sur le déclin cognitif. On a développé 7 environnements différents qui vont d'un safari en Afrique ou je dirais des expériences de navigation, d'interaction sociale. Donc chacun de ces environnements, on peut de la etc. Par exemple, on peut interagir avec les animaux, les interactions des animaux, voir quelles sont les réactions ensuite mesurées de neurobiofeedback au regard de ces environnements-là. Donc c'est des variables sur lesquelles on a tout à fait le contrôle, qui nous permettent d'aller chercher des retours émotionnels et d'états mentaux pour adresser une situation, un objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire réduire le niveau de stress, augmenter la valence positive. Ouais. Donc on a un train thérapeutique qui a donné lieu d'ailleurs à plusieurs publications scientifiques au niveau international, qui démontre qu'au-delà de ces variations et de ces adaptations, le gain principal en est un boost mémoriel. Donc quand on adresse des pathologies qui sont en lien avec le déclin cognitif, la mémoire, Alzheimer, c'est pour nous, c'est un objectif atteint au travers de ces différentes variables d'interfaçage qu'on arrive à justement créer, je dirais, un mieux-être qui est favorable justement à la mémoire. Je sais qu'il y a il y a aussi un projet au BMU qui est le projet Hippocrate, il me semble. Oui, merci de me le rappeler. Effectivement, Hippocrate, c'est une solution vraiment fun qui évalue tout autant les mêmes métriques, mais qui se concentre là sur des étudiants en médecine. Donc, on est vraiment dans une logique d'apprentissage et de validation des acquis. Hippocrate a la vertu finalement de corroborer le fait que les étudiants en médecine, première année et deuxième année de médecine, ont non seulement bien acquis la matière dure, mais en situation sont capables de ne pas se tromper ou de favoriser un diagnostic adéquat sur des mesures qui sont la charge mentale, le workload, par exemple. Mais on a toutes sortes d'autres mesures comme l'intérêt, l'attention, l'engagement, qui vont fait c'est une combinaison de verre et de neuronal et on met vraiment l'étudiant en situation de poser un diagnostic tant dans un bloc opératoire, donc il y a un sentiment d'urgence, que dans une, je dirais une officine de médecin, donc là il a un petit peu plus le temps, mais donc c'est des choix de réponses qui lui sont offerts et tout au long du processus, nous en back-end, ce qu'on mesure, c'est vraiment est-ce qu'il vit un stress? Est-ce que son niveau de charge mentale est très élevé? Et donc, a posteriori, ce que ça nous permet de faire, soit d'y apporter des suggestions qui vont réduire son niveau de stress. Donc là, c'est la notion d'Hippocrate plus. C'est quand on voit que, par exemple, l'étudiant est en recherche de connaissances, on va lui pousser des recommandations pour favoriser un meilleur diagnostic et réduire son niveau de stress. C'est aussi simple que ça. On s'attend pas à ce que la personne soit une bibliothèque sur pattes et qu'elle se souvienne de tout. Par contre, on veut qu'il limite les risques associés à un mauvais diagnostic.
Et donc, ce type de solution-là a démontré clairement une amélioration des résultats et une diminution des erreurs de diagnostic. Effectivement, le stress, pour rappel, effectivement, au niveau neurologique, en fait, un facteur émotionnel qui, effectivement, va couper, entre guillemets, la connexion avec le cortex préfrontal, qui est le raisonnement, etc. Donc, et qui peut, du coup, influencer aussi et bloquer, en fait, parfois même complètement, en fait, la réflexion, en fait, et le diagnostic. Et c'est pour ça que c'est pas anodin, en fait, d'avoir cette. On parle de gestion du stress. Là, pour le coup, c'est pas juste, effectivement, faire un peu de cohérence cardiaque ou autre. Là, c'est vraiment un enjeu vital pour le coup et qui peut vraiment en fait bloquer des processus cognitifs dans le cerveau et c'est physiologique pour le coup. Et donc ça, c'est aussi variable. La gestion du stress est très variable en fonction des individus, d'où l'importance effectivement d'avoir ce diagnostic personnalisé et potentiellement un plan d'action derrière pour pouvoir favoriser. On peut être un très très bon médecin, mais avoir une gestion du stress qui ne permet pas forcément de mettre le potentiel de connaissances envers du coup un diagnostic efficace dans une situation donnée parce que c'est toujours la même chose. Donc en UX, on le dit souvent, c'est la contextualisation finalement de l'usage. Et là, c'est l'usage des connaissances finalement qui est contextualisé dans un état de stress. Et donc de pouvoir finalement faire moi, comment je l'entends, tu me dis si je me trompe, mais moi je le vois un peu quand tu me parles effectivement de contextualiser en mettant l'élève dans une situation de stress en bloc opératoire. On va permettre de faire c'est un peu le principe de l'habituation finalement en contexte. En fait, ce qu'on fait aussi au niveau de traitement cognitif, de remédiation, par exemple. Ah, on t'entend pas. Oui, alors, moi. C'est bon, ouais, c'est bon. La mémoire. Ok. Ouais, désolé. Oui, c'est ça. Ce que tu disais, c'est très juste, c'est que le stress bloque l'accès à la mémoire. Et la mémoire, on s'en sert comme un référentiel, mais aussi comme une base de connaissances. Donc, c'est sûr que quand on est stressé, on peut commettre un petit peu plus d'erreurs. Ça, c'est clair. Dans une approche pour la deuxième question, à propos de l'apprentissage et de l'implication de ces technologies dans un cursus, par exemple, c'est super intéressant. C'est pas parce que la personne a suivi tous les cours qu'elle les a compris, qu'elle les a acquis, et que le contenu tel qu'il a été offert peut pas être optimisé. Donc, en s'assurant d'avoir une lecture neuronale de A à Z, premièrement, on valide l'acquisition des connaissances. Alors, on n'est pas dans une validation de compréhension. Hein. On regarde juste les moments où la charge mentale, donc le cerveau a computé un petit peu plus que d'habitude, pour s'assurer qu'effectivement, dans cette séquence-là, le chapitre 5 d'une formation, par exemple, linéaire qui pourrait être donnée en VR, donc là, ça nous donne une lecture sur le corpus au regard du contenu qui est transféré. La consolidation, on peut parler de consolidation. Exactement. Alors, il y a les deux niveaux. Ça joue aux deux niveaux, tant pour l'apprenant que la personne qui justement dispense la connaissance. Donc, ça permet une optimisation du contenu en amont au regard des retours de l'apprenant. Et ça permet à l'apprenant aussi de savoir où est-ce que finalement il a rushé un petit peu, où est-ce que ça a été plus challengeant pour lui, plus difficile. Et de s'assurer aussi dans le cursus, ça on n'en a pas trop parlé parce qu'on parle beaucoup des états mentaux, mais on le sait que l'empreinte, l'engrammage qui va se faire au niveau de la mémoire est aussi très tributaire des émotions. Donc plus on peut jouer avec une variation d'émotions qui vont être fortes, plus on s'assure que la mémoire va jouer son rôle et retenir l'information. Donc ça aussi, c'est intéressant. Exactement, c'est intéressant de voir dans le cursus de la formation à quel moment il y a des émotions positives, négatives qui apparaissent. Puis là, on n'est pas dans une vision dichotomique de bien et de mal. On mesure toutes les émotions pour voir quelles sont celles finalement qui permettent justement l'ancrage mémoriel. Donc effectivement, parce que du coup, forcément, en mettant en avant ces ancrages émotionnels, justement par rapport à la mémorisation, on peut aussi diminuer l'effort, en fait, finalement, de mémorisation. Quand j'entends la charge mentale, on sait que quand effectivement on retient plus facilement en fonction de la peur, la joie, etc., on retient ces moments de vie, en fait, dans nos histoires. Mais on n'a pas la sensation de faire un effort d'apprentissage. Et est-ce que effectivement, ça peut effectivement diminuer en fait cette charge et cette sensation d'effort qui est déjà très sollicitée pour les étudiants en médecine dans ce cadre précis. Ou alors pour des patients qui ont effectivement des problématiques au niveau cognitif.
Alors, je Oui, me alors permets juste de vous reposer une question des deux, trois éléments qui sont arrivés dans le chat au cours de la discussion. Donc, il y avait la question de comment se passe l'interfaçage qui a été posée un peu tout à l'heure. On se demande dans le chat si des appareils grand public vont arriver dans un avenir proche. Par grand public, il y a deux sujets qui sont visés. Le grand public général et par exemple toute la partie hôpitaux. Voilà. Et enfin, comment est-ce que ça se représente concrètement au niveau du scan des différents éléments? Voilà, vous savez tout. Parfait. Alors pour l'interfaçage, désolé, ça a peut-être été pendant le moment où ça plantait. Et peut-être aussi de repréciser la question parce que moi j'ai décrit quelles sont les variables finalement qu'on considère pour justement jouer sur l'environnement au regard des mesures neurobiométriques qu'on fait. Donc je parlais de la lumière, de la musique, du nombre d'animaux, des interactions avec l'environnement qui vont viser tous le même objectif, c'est-à-dire réduire le stress, augmenter la valence positive. Cet interfaçage, il se fait machine, on capte des ondes qui sont, je dirais, validées selon nos algorithmes, qui répondent à un certain niveau d'état d'émotion. Ces variables-là, une fois mesurées, vont agir sur, par exemple, d'autres variables comme la lumière, la musique, le nombre d'animaux, pour s'assurer qu'en fonction des nouveaux éléments dans cette simulation, je prenais l'exemple, par exemple, du Safari. Donc, c'est un environnement virtuel VR où il y a des animaux, où la lumière, on peut la changer. Donc, si on se rend compte qu'effectivement, la personne est moins stressée et plus dans une notion de plaisir, de valence positive quand il y a des animaux, on va renforcer ces assets dans la simulation. Au contraire, si on se rend compte qu'une lumière trop forte va avoir un impact sur un haut niveau de stress, on va agir sur cette variable-là. Donc l'interfaçage se fait vraiment par l'entremise de nos mesures, nos algorithmes avec Unity, par exemple, qui est le moteur qu'on utilise pour développer nos environnements VR. J'espère que ça répond un petit peu plus à la question. Sinon, merci de préciser la notion d'interface, comme ça je pourrais vous revenir avec ça. Pour le grand public, alors la bonne nouvelle, c'est que nous, chez BMU AI, on a une vision très démocratique de l'accès à ces données qui sont très, très, très intimes, très personnelles. Donc, on a d'ores et déjà des solutions mainstream, je dirais. Après, il y en a qui existent déjà sur le marché. Vous pouvez d'ores et déjà acheter pour faire de la lecture neuronale. Je pense à Emotive. Pour l'interfaçage, si je reprends la question tout à l'heure. Je pense que ça a coupé quand tu disais que vous pouvez acheter et j'ai perdu le son à ce moment-là. Oui. Okay. Ouais. Il y a des solutions qui existent déjà grand public de lecture neuronale comme Epoch Emotive. Vous pouvez acheter ça sur Amazon. C'est un casque à connexion humide, 12 senseurs qui vaut à peu près $1000, donc ça doit faire 750 €. Bon, ça vient avec une licence. Par contre, pour l'interfaçage, effectivement, là, pour l'instant, c'est du sur-mesure. Donc, c'est du développement pour justement faire fitter les mesures neuronales avec l'environnement VR, par exemple, si on a cette optique-là. Donc là, c'est du service que nous, on offre aux entreprises qui sont intéressées. On peut faire aussi de la mesure pure, c'est-à-dire les entreprises nous envoient leur contenu VR, on a des échantillons, on a des cohortes sur lesquelles on peut faire des mesures, et à partir de là, on livre un rapport avec les émotions dominantes, les états mentaux principaux, etc. Mais une solution tout inclus n'est pas encore, je dirais, disponible. Ok, ça marche. Effectivement, c'est encore un marché qui est encore naissant, on va dire, balbutiant même, on peut dire. Et donc, effectivement, à voir effectivement à l'avenir comment ça va se développer. Oui, que ce soit pas invasif, c'était un peu une des questions que je voulais poser tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle de capteurs qui mesurent le rythme cardiaque, la transpiration,
les ondes neuronales. C'est quand même un matériel qu'il faut appliquer, qui est parfois invasif, qui n'est pas toujours forcément bien accepté par les gens. C'est normal, parce qu'on va récupérer des données, on se met des choses sur le corps. Donc c'est vrai que pour un usage grand public, à moins d'avoir vraiment des capteurs miniatures ou qui se placent très facilement et qui prennent pas 3 heures à être installés, voilà, il faut développer un peu tout ça. Je pense qu'on est encore au balbutiement effectivement de ces solutions-là en tout cas. Et tu parlais à un moment donné, quand tu parlais des projets où tu étais mandaté, tu parlais de l'indice de bienveillance, c'est ça? Oui, oui, alors effectivement, pour rebondir sur l'intervention de Marine, c'est sûr que, enfin, je sais pas vous, mais si on vous avait dit il y a une dizaine d'années, on va vous mettre un casque sur la tête pour pouvoir vous téléporter dans des univers différents, vous auriez dit, mais il est complètement malade mental, ce gars-là. On se l'est déjà dit lors de nos échanges. C'est ça. Alors que maintenant, c'est devenu mainstream. Je dirais que par rapport au headset, à l'équipement, à l'appareillage qu'on utilise, j'en avais un d'ailleurs que j'ai enlevé tout de suite. Vous le voyez peut-être sur la vidéo Discord, c'est un casque de bain souple, connecteur sec, qui s'enfile comme un bonnet, une tuque. Oui, c'est ça. Donc, ça reste, oui, un appareillage supplémentaire. Ceci dit, c'est confortable, on peut le garder longtemps. Au bout d'un certain temps, on l'oublie. C'est ce type de solution-là vers lesquelles on va. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui nous permet, sans appareil, d'avoir une mesure crânienne optimale. Pour rebondir sur ce que disait Marie en termes d'index de bienveillance, là, on utilise une autre métrique qu'on a développée, qui est la reconnaissance des émotions par la voix. C'est-à-dire qu'à partir de là, on n'a plus d'appareil qui va mesurer au niveau neuronal les émotions. On le fait par justement un apprentissage machine basé sur les fluctuations de la voix. Donc là, ça évite effectivement l'usage d'un appareillage. Et là, je fais référence, par exemple, à une solution qu'on a de caméra multisenseur intégrant un microphone qui, lui, va être capable de différencier les individus par les voix et s'assurer que dans l'expression orale qui est faite, on peut adéquatement faire ressortir la variable émotionnelle. Ok, bah écoute, merci pour ce retour, parce que c'est un point qui est important par rapport effectivement à tout ce que ça peut soulever en fait, ces tracking émotionnels, neuronaux. Donc c'est pas anodin du tout. Et pour toi, par rapport en termes de prospective à venir sur le sujet, parler effectivement potentiellement de l'absence de lunettes, par exemple, effectivement que la vision potentiellement c'est partir vers finalement la disparition du casque VR, etc. Est-ce que tu peux nous parler effectivement de différentes perspectives que toi tu vois dans le milieu? Alors, je suis désolé, juste avant, j'ai une intervention de Laureline qui dit que au niveau de la gestion de comment on fait au niveau de la gestion de la data, vu que ce sont quand même des données ultra sensibles, elles sont à gérer, à stocker, à pas stocker. En France, il y a des questions de RGPD, etc. Voilà, donc il y a un vrai sujet. Je serais assez curieux de savoir comment vous les traitez côté BMU. C'est une très bonne question. C'est sûr que de ce point de vue-là, on est... Alors Jean-Julien, c'est pas parce que tu veux pas répondre à la question que tu as le droit de déconnecter. C'est voilà, ça ne se fait pas. Oui les filles, vous m'avez pas entendu, mais je disais au chat en attendant, vu que Jean-Julien a bugué, que c'est pas parce qu'il a pas envie de répondre à la question qu'il a le droit de quitter la session comme ça et de faire semblant. Il va devoir répondre. Il n'y a pas de souci. En plus, alors moi, je m'attends que le son revienne. Là, voilà, il est parti, mais il va revenir. Alors, moi, de mémoire, pour avoir beaucoup échangé avec Jean-Julien, en fait, il y a les données, en fait, il m'arrêtera, il reprendra, mais dans les grandes lignes, en fait, c'est complètement anonymisé. En fait, il n'y a pas de traces liées, en fait, à une data tracking à un utilisateur, en fait. Donc, c'est ce qui est le principe aussi de base de la RGPD aujourd'hui, l'anonymisation, l'archivage, les purges avec des timings donnés. Après, ils ont leur propre process et on a longuement débattu sur la RGPD française qui est
selon effectivement Jean-Julien qui me disait qu'effectivement qui était très intéressante parce que eux effectivement outre-Atlantique ils n'ont pas forcément cette réglementation à aujourd'hui, qui sont en train de concevoir tous ces pans de RGPD, qui regardaient de très près en fait la réglementation qu'il y a côté en Europe pour pouvoir justement gérer ces données. Donc Jean-Julien, juste pour rebondir Oui, sur le sujet, si j'avais je entendu sur Discord. voilà, Donc oui, parfait. c'est juste, on fait exactement, on applique, bon, déjà on est régi par des codes d'éthique en amont, Mhm, avec l'ensemble des laboratoires de recherche avec lesquels on travaille. Ne processe aucune mesure sans avoir justement, sans s'être assuré qu'on répond pas on répond, je mhm, veux dire, au code d'éthique. Par après, d'un point de vue très mécanique, effectivement, toutes les données sont anonymisées et détruites mhm, après un certain nombre de temps. Une fois qu'on en a extrait, je dirais, l'information. On est aussi beaucoup sur un modèle de rétribution, c'est-à-dire que les personnes sont là de leur plein gré et on les rémunère. De façon donc c'est un échange de services. Ils nous donnent leurs données en contrepartie d'un prix. Souvent le prix est déterminé selon la durée, le type de tâche. Donc c'est comme ça qu'on fixe un petit peu un prix. Et c'est ce qui vient d'une certaine façon légitimer la relation. Ceci dit, on est bien conscient qu'on est beaucoup plus en amont que les lois. Là aussi, je faisais une analogie tout à l'heure en disant, bah, si on vous avait dit il y a 10 ans que vous auriez des casques sur la tête, vous auriez rigolé. Là, on est encore 10 ans après à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec Google, Facebook et toutes ces grandes entreprises, sans avoir pour autant trouvé une solution qui correspond à cette réalité. Donc, je pense que c'est des points que nous, on intègre dès le départ, justement parce qu'on travaille avec des comités éthiques scientifiques. On a aussi de facto, parce qu'on travaille avec avec la défense nationale canadienne, on a des règles très très strictes en matière de gestion de données et d'échange de données. Donc ça aussi, ça nous ramène à un niveau je dirais, de sécurité supplémentaire. Et je dirais pour conclure, ben, on suit le mouvement un petit peu, que ce soit ici ou outre-mer en Europe, et on s'ajuste, je dirais, sur le traitement de ces données au fur et à mesure que les lois, elles, se cristallisent et que les règlements prennent corps. Je veux dire on est forcément, comme on est des intégrateurs technologiques, des trailblazers, on est un petit peu en avant de la parade, donc c'est pour ça qu'on a préféré, nous, d'avoir une posture plus conservatrice avec un comité d'éthique et effectivement d'anonymiser les données. Donc ça, c'était un premier point. J'espère que Comme, comme tu, comme tu le disais en ça plus, éclaire sa lanterne. Comme tu le disais, en plus, il y a le point qui est le même point d'ailleurs, un des points d'entrée que nous on a sur la validation de la fameuse notion de consentement. Là, comme vérification une prestation, en fait, derrière, du coup, il y a cette notion de consentement, du coup, qui apparaît en fait avec cet accord, en fait, finalement tacite de l'usage de la data, en fait. Donc, effectivement, qui est comme quand on fait un achat e-commerce, par exemple, je prends un exemple, où effectivement, ça fait cette notion de consentement aussi, du coup, derrière et qui permet, en fait, notamment aussi l'archivage. Puis ensuite, bon, après, il y a les purges qui sont prévues à date spécifique, en fait, je pensais 2-3 ans. Mais effectivement, donc ça, c'est pas anodin du tout. Donc, je regarde un peu, je me permets un peu de regarder le timing parce que, effectivement, Oui. donc, il est 18h55 et comme Jean-Julien, lui, est à l'heure du repas, en fait, au Canada, et on va pas essayer on va essayer vraiment de tenir le timing d'une heure. Donc, je propose effectivement de conclure notamment sur les prospectives du coup pour qu'on puisse finaliser ce live tous ensemble et pas t'accaparer trop longtemps pour te laisser le temps de manger aussi accessoirement. Donc et voilà. Donc je te laisse effectivement voilà. Et pour toi, c'est quoi les prospectives sur ces thématiques? Notamment, on parle de l'émotionnel adaptative expérience, mais potentiellement sur d'autres éléments connexes que tu voudrais nous partager. Oui, alors nous, bon, du cheminement qu'on a parcouru de la VR jusqu'aux émotions, on a été choisi par Google X
pour être un partenaire de développement au niveau des lunettes de réalité augmentée de Google. Donc c'est une autre vision aussi. On sort de l'univers simulé, mais on rajoute la simulation dans du réel. Donc c'est clairement une évolution qui me paraît être forte parce que les réalités vont se superposer. Et ce qu'on voit effectivement au travers d'un autre partenaire industriel qui est un équipementier suisse qui fait de la caméra de précision, ben c'est que de plus en plus on va être amené à se libérer des lunettes et donc avoir autant, je dirais, de capacité d'interaction, de mesure et de renforcer ces assets de prise de décision et d'amélioration de la performance humaine au travers de mesures externes comme qu'on fait justement dans le développement de cet index de bienveillance avec des caméras multisenseurs. Donc là, à ce moment-là, comme Marine le disait, on n'oblige plus personne à porter quoi que ce soit. Le consentement, il est statutaire dans la situation dans laquelle la personne évolue, mais ça pourrait être dans une salle de concert, dans une aire ouverte, dans un aéroport, où finalement ces caméras vont ramasser un certain nombre de données sur des groupes d'individus, des grappes, et à ce moment-là, bah, je dirais l'équipement devient presque traditionnel, puisque en fait c'est un ensemble de senseurs dans une caméra. Et on peut faire énormément de choses en computer vision. Hein. C'est ce qu'on utilise par exemple avec Google Glass, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se sert surtout de la caméra qui est dans les lunettes Google et du prisme pour renvoyer des informations, mais la caméra de la Google Glass nous sert surtout à reconnaître les environnements. Et le côté audio nous permet, avec l'émotion par la voix, donc d'avoir des équipements beaucoup plus légers. On ne parle pas de casque de bain là à ce moment-là. On utilise vraiment la fonctionnalité de la glace au complet. Et dans l'idée, par exemple, de favoriser une meilleure prise de décision sur des sites distants. On l'utilise dans le secteur minier, cette solution-là actuellement. Elle est déployée au Canada et en Afrique pour des équipes Ça a coupé. sur de l'équipement lourd, des actifs industriels, par exemple. Donc c'est sûr que les lunettes, nous, on pense que ça va toujours exister parce que ça permet une liberté de création d'environnement pour des prototypages, pour la création, j'irais, d'univers difficilement réalisables. Mais on pense surtout que les lunettes vont être amenées à disparaître. Souvenez-vous de la miniaturisation des téléphones aussi. Enfin, dans les années 80, on avait des briques. Après, on est devenu avec des flip-flap. Et puis maintenant, effectivement, on est revenu sur des écrans et de plus en plus, les interfaces sont gestuelles. Même au niveau de la VR, on n'a quasiment plus besoin de manette. Alors, la reconnaissance gestuelle se fait. C'est exactement l'aptique et le tracking. Nous, c'est là-dessus qu'on capitalise beaucoup pour éviter justement d'être dépendant aussi de manufacturiers. Parce que c'est ça la réalité. Hein. C'est qu'on est tous dépendants d'un Google, d'un Facebook, alors que l'individu, lui, ce qu'il veut, c'est répondre adéquatement, qu'on réponde adéquatement à ses besoins, pas qu'on lui vende de l'équipement. Alors, je vais faire des gens pas contents autour de tu prêches une convaincue dans le sens où moi je suis convaincue que de toute façon la déployabilité de la VR ne se fera que si on arrive à alléger ce degré d'équipement, notamment parce que des fois on veut ajouter, tu sais, t'as ton casque, t'as tes contrôleurs, mais on veut ajouter un capteur, etc. On veut ajouter des gants, on veut ajouter, et en fait le problème c'est que ça crée plus de freins finalement que d'accessibilité, et en fait on ralentit le déploiement de la technologie parce que de fait on doit, pour moi, pouvoir essayer le but c'est de permettre une accessibilité très facile à l'expérience. Donc c'est ce qu'on vend, ne serait-ce que la base doit permettre d'avoir une expérience optimale. Donc après c'est au fournisseur de permettre ceci et pas d'ajouter finalement des produits pour pouvoir avoir une expérience optimale. Ça, c'est pas comme ça qu'on doit penser effectivement le produit. Ouais. Le mot de la fin, Marie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, dans la recherche de la symbiose homme-machine, il faut qu'on enlève le plus d'interfaces possible pour se coller à la réalité de l'humain. D'où les apprentissages qu'on veut transférer à la machine pour qu'elle reconnaisse les émotions et les états mentaux. Donc là, on est un peu dans le modèle HAL, 2001 Odyssée de l'espace, qui peut faire peur, mais rien n'arrête le progrès. Et de toute façon, les Neuralink de ce monde, les Mind Maze de ce monde,
vont tout à fait dans ce sens-là, à faire disparaître de plus en plus les interfaces appareillage au profit de l'interface humaine. L'homme est lui-même porteur de plein d'éléments qui sont des créateurs d'interfaces. L'ouïe, la vue, l'odorat sont autant de systèmes qui permettent justement dans la complexité d'interfacer ces informations avec le cerveau. Tout est déjà là. L'analyse des actions, sous-actions, comme je vous parlais d'un jumeau numérique, tout est déjà là. C'est juste qu'il faut éduquer la machine à non seulement reconnaître ces gestes-là, mais aussi intégrer que c'est pas juste des gestes mécaniques qui sont des référentiels à une ère industrielle, mais que derrière, c'est soutenu par des émotions et des états mentaux. Et c'est ça le bout de l'équation qu'on essaye de compléter en intelligence artificielle, c'est de doter les machines d'une compréhension sensible de qui est l'humain. Complètement. Et plus effectivement, plus on aura de cette finesse d'analyse, effectivement, plus effectivement on pourra créer ces modèles mentaux. C'est parce qu'on parle de réseaux neuronaux, mais bon, ça c'est encore une autre étape. Mais effectivement, c'est effectivement la continuité. Alors, je vois que le timing est, on est dans le timing. Là, c'est bon. C'est très bien la première fois qu'on respecte un timing d'ailleurs sur le live. Donc c'est pareil, ça va être une challenge, Jean-Julien, merci beaucoup. Et donc, je te laisse le mot de la fin, Marine. Oh, ouais, moi, je veux bien faire le mot de la fin. Vas-y, je t'en prie. Je rejoins complètement le point de vue. C'est même limite. Voilà, quand on se dit toujours, quand on regarde le ciel, l'univers est vaste et on est perdu. Quand j'entends Jean-Julien parler, je me dis qu'on en est là aussi au niveau de la technologie. Ça ouvre des portes. La discussion qu'on a eue pour préparer l'émission m'a ouvert l'esprit sur plein de points. Et on aura l'occasion de te réinviter sur ce plateau pour parler d'autres sujets, parce qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Voilà, donc effectivement, même dans la formation professionnelle, vu que c'est un peu plus mon domaine, l'étude des émotions de ces données sont très intéressantes, et c'est aussi ce qu'on va venir, ce que les entreprises vont venir chercher, ce qu'on va venir voir de plus en plus dans les entreprises pour pouvoir étudier tout ça, et bien entendu, comme tu le disais, garder en tête l'humain avant tout, plus que la technologie en elle. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Mais c'est parfait. Écoute, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Louis. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder pour les prochains lives, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, on prend les points et nous, on pourra traiter les sujets. Ça nous donne des points d'inspiration pour vous, du coup, éclairer d'autres sujets. Ça avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Pour ma part, et donc, je vous dis à la prochaine fois. Oui. Un grand merci à tous pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos questions dans le chat. À bientôt pour une prochaine intervention sur la chaîne ETR. Une bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye bye, au plaisir là.